Alors, bonjour à toutes et à tous. Merci d'être aussi nombreux et nombreuses ce soir pour parler des Gilets jaunes. Merci un grand merci à Aldo Roubert d'être là parmi nous aujourd'hui. Tu es chercheur à l'Institut d'études politiques de l'Université de Lausanne. Tes recherches portent principalement sur les Gilets jaunes. Et donc, c'est en cette qualité-là qu'on t'a invité pour nous parler un petit peu plus, déjà de contextualiser un petit peu ce mouvement et nous parler aussi, nous porter une certaine analyse de classe sur ce phénomène des Gilets jaunes. J'aimerais aussi remercier Kenny qui a aidé à organiser cette conférence mais qui n'est pas là. Donc merci, un grand merci à lui. On va commencer tout de suite, je le propose, dans le vif du sujet. Et donc je vais te demander, je vais commencer par une question un peu englobante. Donc est-ce que tu pourrais un petit peu recontextualiser ce qui a été le déclenchement du mouvement et aussi en faire peut-être un petit historique pour les gens qui n'ont pas forcément tout en tête. Bonjour à toutes et à tous, merci Kostia pour cette présentation, merci à l'organisation pour m'avoir invité, pour me donner donc l'occasion de présenter un peu mes recherches, qui, comme Kostia l'a dit, portent sur mon travail de thèse qui a porté et qui porte encore sur les Gilets jaunes. J'ai bossé auparavant aussi sur la politisation des livreurs à vélo, en l'occurrence en France aussi. Et puis depuis 5 ans déjà, donc depuis le déclenchement du mouvement des Gilets jaunes qui commence le 17 novembre 2018, je bosse sur ce mouvement-là qui a interpellé un peu tout le monde par que ce soit les origines de cette contestation, l'ampleur qu'elle a pris, ses formes aussi, on va dire, particulières qu'a pris en termes d'action et comment aussi, malgré des effectifs relativement réduits, a mis en question plus que plein d'autres mouvements sociaux dans les 30 ans auparavant, a mis en question, disons, le gouvernement, l'exécutif, en l'occurrence là d'Emmanuel Macron. Donc voilà, ça fait vraiment plaisir de participer dans une organisation, dans le cadre d'une formation comme celle-ci, de pouvoir parler donc de classe, évidemment on ne va pas parler que de classe, on va parler aussi de genre, on va parler aussi de racialisation, on va parler de plein de choses, mais je voudrais ici donc toucher à certains sujets qui nous permettent d'éclaircir, de renouveler nos lectures de classe et en quoi le mouvement des Gilets jaunes nous dit certaines choses sur la lutte des classes, sur la forme dont, pas forcément les lectures, mais la propre reconfiguration des mondes populaires nous force donc à changer un peu nos lunettes pour interpréter la réalité sociale. Donc voilà, donc pour suivre ta question enfin, pour faire un petit rappel, le mouvement des Gilets jaunes qui naît, comme je disais, le 17 novembre 2018, naît principalement quelques mois auparavant, notamment comme une contestation contre une taxe carbone qui apparaît pour essayer de financer la transition écologique. C'est le gouvernement Macron qui met en place cette taxe-là, qui va augmenter de quelques centimes importants, notamment pour les revenus populaires, le prix de l'essence. Et au tout début, il s'agit d'une mobilisation qui ne retrouve pas forcément la sympathie de certains partis politiques progressistes, ne retrouve pas forcément la sympathie des mouvements et des partis écologistes, notamment parce que voilà, c'est une mesure qui viendrait donc financer cette transition écologique. Mais on voit déjà un ras-le-bol auparavant qui commence à générer dans certaines régions de France, notamment dans certaines zones rurales et périurbaines assez populaires. Et donc il y a déjà des pétitions contre cette hausse du prix de l'essence par les taxes.
qui, dans certaines régions de France, donc, attendez, je vais quand même passer un peu les slides, c'est pas pour rien que j'ai fait le PowerPoint. Donc, du coup, cette taxe carbone n'est pas, on ne peut pas le lire comme le seul déclencheur, c'est-à-dire c'est comme quelque chose qui vient se superposer à des inégalités spatiales plus larges que vivent ces personnes-là, c'est-à-dire ce qui fait que dans les zones abordables économiquement, qui sont des zones en marge des bassins d'emploi avec peu de services publics, voire peu de services en général, ben ces gens-là sont forcés de manière assez générale de prendre leur bagnole pour ramener leurs gamins à l'école, pour aller à la poste, en gros pour se réunir, même pour aller voir un médecin traitant, etc. etc. Donc, on se situe dans des régions où la bagnole est indispensable pour les modes de vie liés à l'emploi, liés à l'accès aux services publics, etc. etc. Donc, cette augmentation du prix de l'essence vient se superposer à des inégalités qui existent déjà auparavant, liées à l'accès donc aux services publics déjà en général. Mais ce mouvement s'inscrit à des contestations qui arrivent auparavant, c'est-à-dire il ne faut jamais lire un mouvement comme venant ex nihilo, c'est-à-dire comme si ça arrivait de manière magique juste à partir d'une petite contestation. Bien au contraire, on a déjà des contestations auparavant qui permettent de comprendre pourquoi cette taxe carbone est un peu, comme le disent la plupart des Gilets jaunes, le disaient à l'époque, c'est un peu la goutte qui vient renverser le vase d'eau. Donc ici, on a tout d'abord, quelques mois auparavant, voire quelques années, des contestations à la limitation de vitesse à 80 km/h dans les zones rurales, ou la mise en place de plein de radars automatiques. Et toutes ces réformes sont vécues comme des prélèvements injustes, mais aussi comme une mise en péril, finalement, du style de vie rural, où désormais tout est loin. Tout apparaît très loin, et tout ce qui est loin dans ces régions-là, c'est aussi cher. Donc c'est des styles de vie qui sont contraints, c'est-à-dire on doit faire ces déplacements pour y vivre, et en même temps, donc, ça devient de plus en plus cher. On voit, contre un certain déterminisme économique, que les dépenses liées à la voiture n'ont pas été, j'insiste, un gros déclencheur tout seul de ce mouvement, parce que les dépenses liées à la voiture n'ont pas beaucoup augmenté depuis les années 80, comparé par exemple à celles du logement en France, mais ça apparaît comme une dépense supplémentaire qui se dessine avec la réforme qui devient le truc de trop, le symbole politique finalement d'une contrainte économique qui par ailleurs est de plus en plus forte. Ce qui s'exprime finalement, c'est les inquiétudes et la souffrance de ceux et celles qui étaient censés s'en sortir, c'est-à-dire ces classes populaires parfois stabilisées ou pas forcément, mais qui ont eu accès au pavillon, qui ont eu accès au logement, à la propriété, et qui tout d'un coup voient leur niveau de vie se fragiliser, et donc la continuité de leur niveau de vie et aussi des futures générations mise en question. Mais du coup, très principalement, c'est comment s'exprime cette colère, c'est-à-dire en comparant avec les autres luttes sociales, plutôt héritières du mouvement ouvrier. Ça ne vous a pas échappé, j'imagine, que le mouvement des Gilets jaunes s'est construit en marge du combat syndical. Si on le compare notamment avec la grosse mobilisation contre la réforme de retraite, qui commence en 2019, en hiver 2019, et ensuite s'amplifie notamment en hiver et en printemps dernier, 2023. Et pourtant, on est face à des revendications salariales, à des revendications du pouvoir d'achat qui sont typiques de la lutte syndicale. Le fait que le mouvement ait lieu en dehors des entreprises, c'est finalement le symptôme de la dégradation du salariat et des conditions qui rendaient possible l'action collective. La précarisation croissante des salariés, on le sait, rend très difficile la mobilisation syndicale, d'autant plus que dès qu'on va voir les fractions les plus précarisées du salariat, c'est là où les gens sont le moins syndiqués. On sait très bien que la syndicalisation touche avant tout les métiers de la fonction publique, les métiers des services qui sont plutôt liés à des professions culturelles. Donc finalement, on sait qu'aujourd'hui, le syndicalisme touche de manière assez marginale les catégories populaires que ce combat voudrait bien sûr revendiquer. Donc finalement, on a des populations qui souffrent, mais qui ne sont pas proches des syndicats. On a même pu voir une certaine hostilité envers les syndicats dans le mouvement des Gilets jaunes, qui d'ailleurs, évidemment, a plein d'explications.
Et quand la revendication collective, en final, ce qui se passe, c'est que quand la revendication collective sur les lieux de travail est impossible, parce que difficile, parce qu'on travaille dans des petites structures où on connaît le patron, ou d'ailleurs l'hostilité, l'haine contre un patron, c'est pas quelque chose qui va de soi, c'est-à-dire c'est quelque chose qui se construit dans les lieux de travail où effectivement on ne peut être éloigné de ce patron, où on a des collectifs de travail qui permettent de faire résonner les expériences dures du travail et de les politiser, ce qui est extrêmement rare aujourd'hui où ces collectifs de travail sont plus éclatés. Comme je vous disais tout à l'heure, moi j'ai travaillé sur l'ubérisation, on sait très bien que les collectifs de travail sont quasiment absents, très difficiles à restructurer, où la syndicalisation à peine à arriver. Donc, comme je disais, quand la revendication collective sur les lieux de travail est impossible, faute de structures collectives capables de s'articuler et de créer une protestation ouverte, la souffrance s'exprime, mais le fait soit de façon plus indirecte, soit ailleurs, c'est-à-dire hors de l'entreprise, comme on a pu le voir, en l'occurrence, avec le mouvement des Gilets jaunes. Et c'est pour ça que la contestation sociale avec les Gilets jaunes a pris une nouvelle forme, avec une interpellation directe à l'État, au lieu de toucher le patronat. C'est pour ça qu'il y avait aussi une mise en garde, une méfiance de la gauche, de dire « ouais, ok, vous attaquez à l'État, nous aussi on déteste Macron, mais quand même le CAC 40, les gros patrons de France, qu'est-ce qu'on en fait de cela, non ?» Donc, comme je disais, c'est aussi cette focalisation sur l'État qui a permis une alliance plutôt rare entre des petits salariés et des indépendants qui sont justement très critiques vis-à-vis de l'État. Et quand on parle de l'État, on parle très particulièrement de sa politique fiscale. Ça ne vous a pas échappé, dans un contexte néolibéral où les augmentations de salaire sont présentées comme impossibles dues à la compétitivité internationale, la baisse des taxes apparaît finalement pour les gens ordinaires comme la seule revendication envisageable pour augmenter le pouvoir d'achat des classes populaires et des bas revenus. En revanche, la mobilisation des Gilets jaunes a montré qu'il ne s'agissait pas pour eux d'abolir les taxes, c'est-à-dire ce n'est pas un mouvement antifiscal, mais d'organiser de façon plus juste la fiscalité et les prestations. Et on a vu très vite que la mobilisation... je dois peut-être aller... Désolé. Je vais essayer de ralentir, n'hésitez pas à m'interrompre à tout moment. Comment ? De bouger un peu ? N'hésitez pas, hein. S'il y a quoi que ce soit qui n'est pas clair, parce qu'effectivement j'ai tendance à aller assez vite, n'hésitez pas à m'interrompre. Donc du coup voilà, c'est rarement et difficilement lisible la mobilisation des Gilets jaunes comme une mobilisation antifiscale. D'ailleurs, quand vous allez parler avec les Gilets jaunes, ils demandent rarement l'abolition de l'État, l'abolition des taxes, mais une répartition plus juste qui ne touche pas particulièrement par justement les taxes, donc par la répartition la plus indirecte qui touche donc plus les revenus les plus faibles, mais disons qui touche davantage donc les revenus les plus supérieurs, et c'est pas une revendication de que l'État doit disparaître, mais que l'État, donc c'est une demande d'État, de que l'État apparaisse d'une manière plus juste. Voilà pour un peu l'aperçu général de comment ça s'est formé, cette mobilisation. Eh bien, justement, tu en as très, très rapidement parlé dans ton introduction, un petit peu du profil de ces gilets jaunes. Finalement, tu as évoqué des indépendants et aussi des classes, un prolétariat. Justement, qui étaient finalement ces gilets jaunes, et est-ce qu'on peut parler d'un profil type ? Merci. Ben ouais, du coup, évidemment, parler des gilets jaunes, ça implique forcément parler du profil social, donc du coup de qui sont finalement ces gilets jaunes. Et si ça nous intéresse ici, c'est tout particulièrement parce que ça a mobilisé de manière assez surprenante des catégories populaires qui sont de manière générale assez exclues de la participation politique, de l'action collective. Mais tout d'abord, on a vu que le mouvement des gilets jaunes a été présenté
par les commentateurs médiatiques comme un mouvement poujadiste, donc plutôt corporatiste lié à l'extrême droite, comme une jacquerie, donc disons comme un mouvement de foule irrationnel, etc., etc., ou encore pire, et on va y revenir pour dire pourquoi c'est de la merde ça, comme le réveil de la France périphérique. Non. Donc d'abord, il y a eu beaucoup d'interprétations qui ont été faites de manière géographique, pour essayer de comprendre, comme je disais, d'où viennent les gens qui se revendiquent gilets jaunes. Donc on a beaucoup dit, voilà, c'est un truc de la France périphérique, faut une France qu'on opposait aux grandes villes et aux banlieues. Et en gros, cette hypothèse, pour vous résumer ce bouquin de merde de Christophe Guilly, c'est que c'est l'hypothèse d'une France divisée entre prolos et bobos, entre citadins et ruraux, dans laquelle les classes moyennes habitant dans les grandes villes seraient les classes moyennes habitant loin des grandes villes, seraient les perdantes d'un ordre politique qui subventionnerait en masse les quartiers de banlieue dits prioritaires. Bon, cette explication, vous le voyez très vite, elle est un peu nulle, fausse et raciste, bien sûr. C'est pas pour rien que Christophe Guilly est surtout quelqu'un de proche, même s'il n'avoue pas nécessairement de manière ouverte, du Rassemblement national, parce que ça répond parfaitement aux thèses de l'extrême droite française, comme quoi effectivement les aides sociales qui arrivent aux banlieues ne permettraient pas d'assurer la vie du petit blanc en insécurité culturelle, le pauvre, parce que serait menacé par le grand remplacement. Bon, la périphérie déjà, quand on l'emploie comme ça, c'est un peu un mot fourre-tout pour désigner tous les endroits un peu vus de Paris ou des grandes métropoles comme des coins paumés. Et il y a surtout un récit misérabiliste du style de vie des prétendus beaufs racistes que l'on retrouve plutôt à gauche, que l'on a plutôt retrouvé dans des lectures progressistes, c'est-à-dire un peu la lecture finalement c'est des gens qui peuvent pas s'en sortir, qui sont racistes quasiment par essence, que voilà, ça va être toujours comme ça, ou une soi-disant France oubliée, périphérique, qui incarnerait le vrai peuple et qui serait un peu la vision de l'extrême droite, j'insiste, de ce sujet-là du petit blanc, et qui du coup ce serait le vrai peuple à défendre. Déjà, la ruralité, c'est pas que la France oubliée, que ce soit en Suisse ou que ce soit en France. On a des zones rurales qui sont très attractives, notamment grâce au tourisme, et on a bien sûr aussi des zones en déclin. D'ailleurs, les grosses parties de pauvreté en France, on les trouve dans les zones urbaines. Ça échappe à personne. Le gros prolétariat décrit par Marx et Engels depuis Manchester, bien sûr, les gens qui sont les plus précarisés doivent se rapprocher évidemment des bassins d'emploi et restent donc les couronnes de ces bassins d'emploi. Donc, les rassembler, finalement, c'est comme dire que Neuilly-sur-Seine, si vous connaissez un peu Paris et Île-de-France, et Aubervilliers, c'est la même chose, parce que c'est finalement la banlieue parisienne, alors que l'on retrouve bien sûr la banlieue Neuilly-sur-Seine où habitent les milliardaires de France, et Aubervilliers, qui est un quartier populaire dans sa grosse majorité. Ce qu'il faut plutôt dire, c'est qu'effectivement, le mouvement s'est distingué par un fort ancrage local dans les communes rurales et périurbaines, et que quand même le mouvement des Gilets jaunes permet de nuancer, de mettre en question la soi-disant démobilisation des populations rurales qui seraient inéluctablement démobilisées. Non ? Ensuite, on a eu un tout ordre d'interprétation, c'est plutôt des interprétations de type politique pour dire qui sont ces Gilets jaunes. Donc on a dit un peu tout et n'importe quoi à nouveau. Comme je vous disais, dire que c'est un mouvement poujadiste, un mouvement de casseurs d'extrême gauche, un mouvement apolitique. Mais finalement, si on regarde de près les enquêtes, ce qu'on voit très principalement, et ce qu'il faut garder en tête, c'est qu'on retrouve plutôt une défiance vis-à-vis de la représentation politique. Deux enseignements peuvent être tirés de ces enquêtes, c'est que plus de la moitié des Gilets jaunes ne se reconnaissent pas dans les catégories de l'offre politique. Et pour ceux qui votent, c'est extrêmement divers, comme vous le voyez dans une des enquêtes qui a été menée, peut-être la plus complète, mais pas forcément la meilleure, mais voilà quoi. Vous voyez qu'on retrouve plutôt des gens
de ceux et celles qui se reconnaissent dans l'échiquier politique ou dans on va dire dans l'axe droite-gauche, plutôt des gens à gauche qu'à droite, même si c'est assez éclaté. Mais la plupart des gens ne se reconnaissent pas, disons, dans cette offre-là. Donc déjà, il faut mettre en garde un intellectualocentrisme qui durcirait justement les oppositions politiques, surtout électorales, ce qui est une forme de montrer la méconnaissance que l'on a du rapport à l'offre politique, souvent pour le moins distant des classes populaires, que comme on le sait aujourd'hui, le premier parti des classes populaires françaises, c'est pas le Rassemblement national, même si le score du Rassemblement national chez les classes populaires est important, mais le premier parti des classes populaires en France, comme dans la plupart du monde, c'est l'abstention. C'est-à-dire c'est la non-participation au jeu politique. Ensuite, on a eu encore un dernier type d'interprétation. Toutes ces interprétations, il n'y a pas que de la merde qui a été faite, il y a des choses intéressantes, bien sûr. C'est l'interprétation sociale, c'est-à-dire on est allé voir c'est qui socialement ces gilets jaunes. Déjà, ce que l'on remarque d'assez intéressant, c'est qu'il s'agit d'un mouvement extrêmement paritaire, autant de femmes que d'hommes dans la plupart des ronds-points. Ce qui est assez choquant quand on regarde la plupart des mouvements sociaux des dernières 50 années. Il n'y a aucun mouvement social qui soit paritaire en Europe. Les Gilets jaunes est le seul mouvement social qui ne soit pas féministe, bien sûr, qui est paritaire et qui regroupe le haut des classes populaires et le bas des classes moyennes principalement. Cette présence des femmes s'explique pour partie par la surreprésentation de secteurs professionnels très féminisés. On sait très bien que la précarisation de l'emploi touche énormément à ces métiers féminisés, mais aussi au rôle très spécifique des femmes dans les foyers populaires, où elles sont bien souvent en charge de l'interdance en plus du travail domestique, ce qui les met en prise directe avec la question du pouvoir d'achat. Les femmes sont aussi, le plus souvent, comme je disais, concernées par les carrières discontinues, par les temps partiels contraints, la situation familiale monoparentale, etc. Et en plus exposées davantage aux conséquences du retrait de l'État-providence et donc du coup des aides sociales. On peut donc finalement voir que, comme le montre donc cette enquête, que je ne sais pas si on arrive beaucoup à voir, mais sinon pour aller très vite, on voit chez les hommes beaucoup d'artisans, de routiers, d'ouvriers industriels, tandis que chez les femmes, elles appartiennent très majoritairement au personnel de services directs aux particuliers, des aides-soignantes, des infirmières, ou encore des femmes de ménage, qui sont les profils les plus surreprésentés. Donc finalement, comment insister sur quelque chose, c'est que ce n'est pas tant la pauvreté, ce que l'on retrouve chez les Gilets jaunes, ou qui permet de comprendre une mobilisation sociale. Il faut sortir de l'image pas forcément marxiste, parce qu'on ne la retrouve pas forcément chez Marx, mais de certains marxologues, où on tend à considérer, comme vous l'avez entendu plein de fois, que le pire, la situation elle est, plus les choses vont exploser. Ça c'est complètement faux. Toute l'histoire du 19e, du 18e et du 20e siècle tient à contredire cela, et que c'est pas parce que quand les choses vont mal, pour la plupart des gens, ça tient moins à les mobiliser qu'à les démobiliser déjà, et que souvent quand on se dit, on va chercher des indicateurs économiques pour dire comment les choses sont vraiment nulles, c'est de la merde, et on explique la mobilisation sociale par là, on fait plutôt le schéma inverse, c'est-à-dire on tient forcément à confirmer notre hypothèse de départ. Donc là ici, ce que l'on voit, c'est que ce qui mobilise plus particulièrement, c'est l'insécurité budgétaire. C'est-à-dire, et c'est ça qui permet d'expliquer que l'on retrouve tant des classes moyennes aux revenus corrects, handicapées par l'accumulation de dépenses contraintes, et aussi effectivement des classes populaires plus fragilisées. Si l'on résume, le travail pénible, l'avenir professionnel incertain, les contraintes budgétaires semblent gagner de plus en plus de segments des classes moyennes et populaires, expliquant donc la composition mixte du mouvement qui s'est retrouvé pendant ces mois-là de 2018, de 2019, dans les ronds-points et dans les rues. Donc, merci d'avoir un peu clarifié
qui étaient ces gilets jaunes. Maintenant, on se pose aussi la question, et encore une fois, tu en as très rapidement parlé dans ton introduction, sur leur mode d'organisation. Comment cette mobilisation s'est organisée, et est-ce que c'est particulier? Et aussi, est-ce que dans l'histoire, est-ce que des mobilisations comparables ont déjà eu lieu? Merci. Du coup, en effet, on a beaucoup parlé des Gilets jaunes aussi par ces formes concrètes de mobilisation, d'action. Du coup, évidemment, il y a des continuums à faire avec les mouvements dits des places qui ont évidemment touché le sud de l'Europe depuis les années 2010 et plus particulièrement 2011 avec le mouvement des indignés, le mouvement du 15 né à Madrid et à Barcelone et ensuite qui s'est vu étendre dans les places du reste du pays, aussi au Portugal, aussi en Grèce, le mouvement Occupy Wall Street aux États-Unis. Donc on voit déjà un peu ces Nuits debout aussi en 2016, bien sûr en France. On voit déjà en historique de certaines mobilisations qui s'approprient de l'espace public, qui essayent de mettre en question les formes verticalité d'organisation et de pouvoir au sein des mouvements sociaux. Mais ici, effectivement, on voit que la méfiance des Gilets jaunes envers les formes de contre-pouvoir instituées, elle est encore plus grande, c'est-à-dire les syndicats et les partis, comme je disais tout à l'heure. Il y a une aspiration à l'autonomie qui est encore plus importante, une ambition radicale de renouvellement démocratique qui se voyait évidemment dans les demandes qu'on faisait au gouvernement, comme par exemple la reconnaissance de certains instruments de démocratie directe, comme par exemple le référendum d'initiative citoyenne, le fameux RIC, mais aussi dans l'organisation interne. C'était assez frappant d'aller dans les ronds-points et de voir des gens que c'était pas des gauchistes comme au 15 en Espagne, c'était vraiment des gens qui pour la plupart, on parle quasiment entre un tiers et la moitié des Gilets jaunes qui étaient des primo-manifestants, c'est-à-dire qui vivaient leur première expérience de contestation sociale à partir de ce mouvement et qui mettaient en place des formes d'horizontalité qui pouvaient étonner même aux organisations les plus horizontales de l'extrême gauche. Donc finalement, l'occupation des ronds-points, ce qui a permis de voir, c'est qu'il y avait une mise en collectivité des différentes expériences que l'on vivait de manière semblable entre des populations qui ne se connaissaient pas forcément mais qui vivaient des expériences de vie assez similaires et qui mettaient en place donc des liens horizontaux qui primaient sur les organigrammes hiérarchiques classiques des partis. Et paradoxalement, les leaders informels des collectifs locaux à l'échelle des ronds-points ont dû, pour être reconnus comme tels, renoncer explicitement à représenter qui que ce soit d'autre qu'eux-mêmes. C'est-à-dire, la plupart des temps, un chef, pour le dire vite, gilet jaune ne se présentait jamais comme tel, et qui ne disait jamais représenter, que ce soit à la télé ou ailleurs, représenter une autre personne que lui-même. Mais cette personne-là pouvait mettre en avant des traits sociaux très similaires à ceux de ses semblables, à ceux des autres gilets jaunes. Donc il parlait à travers de son histoire personnelle qui faisait écho avec le reste. C'est-à-dire on ne se retrouvait pas face aux leaders qui, j'imagine vous connaissez la loi d'Arin de l'oligarchie, expliquée par Robert Michels depuis les partis social-démocrates allemands au début du XXe siècle, comment il explique bien sûr que les personnes qui vont occuper les fonctions les plus importantes de pouvoir au sein des partis sont les personnes avec le plus de ressources intellectuelles, culturelles, plus de temps pour soi, etc. etc. Donc là, on se retrouve face quand même à un type de horizontalité qui met en question tout ça. Après, on pourrait voir aussi comment ces formes d'horizontalité mènent à ce qu'une sociologue, Jo Freeman, appelle aussi la tyrannie du manque de structure, c'est-à-dire comment le manque de structure mène aussi à des formes de structure informelles, au final, où c'est aussi des gens plus ou moins habitués à des compétences, on va dire, oratoires, finalement aussi avec du temps, qui vont finalement s'imposer, même si peut-être
on va dire que même si on se retrouve au sein des classes populaires, on a des différences aussi au sein des classes populaires, ils ne sont pas homogènes. Les gens, tous les individus qui arrivent au sein d'une assemblée, au sein d'un rond-point, n'ont pas les mêmes ressources, même s'ils appartiennent aux mêmes fractions de classe, bien sûr. Donc, bref, ici vous avez un travail génial d'ailleurs de tout récent de Raphaël Chalier, qui est simple militant, menant une enquête sur 3 partis différents, le Rassemblement National, le Parti communiste français et l'ancien UMP, donc les Républicains, ou en expliquant comment est-ce que les militants populaires justement de ces partis vivent justement son engagement au sein des partis, et quels sont les mécanismes qui les démobilisent. Quel type de politique la plus abstraite les démobilise? Quel type de politique la plus en action sans trop rentrer dans une politique trop intellectualisée, mais qui est strictement unie à la pratique, au vécu quotidien des gens? C'est celle qui permet de connecter avec les militants les plus populaires. Mais voilà, ça fait des années, on le voit. Aujourd'hui en France, par exemple, seulement 1% de la population milite dans des partis. Donc, la participation dans des partis est extrêmement rare et très segmentée, donc socialement. Pourtant, bien sûr, cela ne veut pas dire, comme je disais sur cette question de la tyrannie, de la manque de structure, qu'il n'y a pas eu des contestations de leadership charismatique au niveau local. Mais finalement, toute cette rénovation des formes de participation nous permet de mettre attention à l'impopularité croissante, finalement, du mode historique de canalisation de l'expression politique populaire par les corps intermédiaires représentatifs, c'est-à-dire syndicats, partis et associations, ce que souvent on appelle la crise de représentation. Pour autant, les Gilets jaunes, comme les mouvements des places, ont permis de faire démonstration du caractère, finalement, de rénovation justement des mécanismes de participation politique, mais aussi du caractère difficilement dépassable de la médiation politique, c'est-à-dire, ok, on passe beaucoup de temps à manifester, on passe beaucoup de temps à débattre sur les ronds-points, mais quelle est la suite à ça? Quelle est la suite à ça? Et comment, malheureusement, par comment la démocratie représentative est faite, pour plein de raisons différentes, on a besoin de faire déboucher tout ça par des mécanismes qui permettent d'interpeller, on va dire, le pouvoir politique. Ce qui a fait voir donc les limites de l'horizontalité qui se donnait pour but. C'est-à-dire là, c'est une horizontalité qui a donné des expériences extrêmement intéressantes dans un mouvement donné, mais qui, à la longue, c'est aussi ce qui a, disons, ou ce qui permet de comprendre pourquoi les Gilets jaunes, peut-être, ne sont pas allés au-delà. Donc, je ne sais pas si tu as répondu sur la question aussi. Est-ce qu'il existe est-ce qu'on a d'autres exemples historiques de ça? Je ne sais pas si tu aimerais un petit peu en parler aussi. Comme je disais, probablement, on a des expériences avec lesquelles on a comparé beaucoup les Gilets jaunes. Parce que vu qu'on ne pouvait pas comparer vraiment avec les expériences héritées du mouvement ouvrier, on a beaucoup comparé les Gilets jaunes avec, par exemple, avec des expériences liées à la Révolution française, avec mais évidemment, après, on va y revenir. Est-ce qu'il s'agit d'un mouvement révolutionnaire ou pas? Est-ce qu'il s'agit vraiment d'un mouvement de classe ou pas? Je vais y revenir là-dessus. Mais probablement par proximité historique, le plus similaire, c'est bien sûr les mouvements des places, mais ça reste sociologiquement très différent. C'est-à-dire, bien sûr, on n'est pas face au même type de population. Mais dans cette appropriation de l'espace public, pour organiser des formes de démocratie différentes, des formes de participation différentes, c'est ce qu'il y a de plus similaire. Mais comme ça, des occupations de ronds-points, on n'avait pas vu ça auparavant. Après, les ronds-points, c'est la forme la plus représentative de l'économie néolibérale en France, et donc du coup de la destruction des espaces de vie populaires, avec, disons, l'arrivée de la logistique qui est extrêmement liée à la restructuration ou la recomposition des bassins d'emploi populaires. Donc effectivement tout ce qu'on connaît avec Amazon, tout ce qu'on connaît avec la distribution de manière générale, que ce soit les grosses surfaces, etc. Donc
les ronds-points et ces zones logistiques d'entrepôts, etc., sont extrêmement représentatifs finalement de l'ère néolibérale qu'on vit aujourd'hui. Donc effectivement, les Gilets jaunes s'attaquaient finalement à là où aussi ils pouvaient le faire, c'est-à-dire dans leur espace de vie. C'est-à-dire, ça c'est ce qui est aussi super intéressant, c'est-à-dire le faire de la manière la plus abordable pour ces personnes-là, quoi. C'est-à-dire sans devoir partir très loin, on pouvoir manifester là où ces personnes vivent et montrer l'importance de son chez-soi. Et donc maintenant on va passer un petit peu à une question autour de la répression, parce que c'est des images qu'on a, en tout cas nous en Suisse, qu'on a beaucoup vues. C'est les répressions très violentes des Gilets jaunes, notamment par exemple le symbole des éborgnés. Donc justement, ma question, c'est les Gilets jaunes, c'était pas forcément des populations qui étaient habituées à cette répression étatique. Et donc, comment, au final, est-ce qu'elle a impacté ce mouvement et comment elle a été interprétée par les individus? Merci. Du coup, déjà, en effet, la répression des Gilets jaunes a fait beaucoup parler par ces images, notamment, mais pas que. Je ne sais pas si vous avez vu, par exemple, le documentaire de David Dufresne, Un pays qui se tient sage, c'est ça, il me semble. Voilà, ou très basé sur la répression vécue lors du mouvement des Gilets jaunes, qui bien sûr n'étonnerait personne dans des contextes hors européens, bien sûr, extra-européens, mais qui en Europe, effectivement, ça a pas mal choqué dans un contexte démocratique et non autoritaire. On a pu voir une brutalisation du maintien de l'ordre qui est évidente depuis les Gilets jaunes, depuis 2018. Elle a été extrêmement bien analysée par Fabien Jobard et Olivier Filleul dans leur bouquin récent, justement, qui s'appelle... comment il s'appelle déjà bref, c'est là... En plus, les récents, c'est quoi, mais qui s'appelle Politique du désordre, voilà. Donc, on voit une brutalisation relative du maintien de l'ordre, un usage incontrôlé de toutes les armes, dont notamment les LBD, qui ont éborgné énormément de gens, et souvent aussi l'usage de figures de unités du maintien de l'ordre qui n'étaient pas donc du coup formées à cela, donc les célèbres brigades anticriminalité, la fameuse BAC, qui est censée aller faire chier les quartiers populaires et les populations racisées de manière générale. Et ici, ces gens-là qui ont des pratiques de maintien de l'ordre, quand elles le font, parce que je dis elles ne sont pas formées à ça, des pratiques beaucoup plus brutales. Et c'est ce qu'on a pu voir, de voir donc des unités non formées à ça qui se sont mis en pratique à le faire, ce qui a donné des images évidemment épouvantables. Et pour faire un bilan très rapide, on a vu qu'au cours des premiers mois des Gilets jaunes, plus de personnes ont été mutilées par les forces de l'ordre que lors des 10 années précédentes. Le bilan humain jusqu'au mois d'avril 2019 est d'un mort, 3 personnes dans le coma, 5 personnes ont perdu une main et 23 un œil. 12 000 personnes ont été interpellées et interrogées au cours des 6 premiers mois, dont près de 90% ont été détenus de manière préventive par les forces de l'ordre, dont 20 000 ont été condamnés et 800 personnes ont écopé une peine de prison ferme, ce qui est un bilan assez hallucinant pour la si courte période. Évidemment, ça c'est les données qu'on dispose, j'insiste, jusqu'à avril 2019. Il faudrait aller beaucoup plus loin, bien sûr. Et surtout, en effet, quels effets ça produit, ça, quand on est face à des populations qui ne sont pas habituées à l'exercice de la manifestation, à l'exercice contestataire. Ce qui fait, c'est que beaucoup de gens qui n'ont jamais manifesté, par la violence qu'ils vont souffrir de manière préventive, c'est-à-dire c'est ce qu'on a vu très rapidement, en fait ces gens-là vont trouver complètement légitime d'aller dépouiller par exemple les quartiers chics de Paris, d'aller pénétrer la place Vendôme avec Chanel, Cartier. Du coup, en effet, et plein de gens qui n'étaient pas habitués à ça, avec justement la répression
qu'ils ont vécu dans leur propre peau, se sont lancés et se sont radicalisés, on va dire, dans cet exercice émeutier, on va dire. C'est les images qu'on a pu voir lors des premiers actes des Gilets jaunes, notamment je parle de décembre 2018. Mais comme d'habitude, la répression a toujours un effet ambivalent. C'est-à-dire, ça décourage, à plein de gens ça leur décourage, les populations les plus âgées, parfois aussi les femmes, des gens tout simplement qui ont peur de manière générale, mais aussi effectivement ça produit ce qu'on appelle une socialisation agonistique, c'est-à-dire tout simplement ça les fait avoir plus envie de se battre, plus envie de comme le disent mes enquêtés, de casser du flic. Donc du coup voilà, effectivement moi j'ai retrouvé, moi je vous le dis, moi je mène une enquête depuis 5 ans sur les Gilets jaunes, je retrouve beaucoup de passages de gens qui ont 50 ans, qui n'ont jamais manifesté de leur vie avant les Gilets jaunes et qui ont rempli les bacs et les filières des Black Blocs. Et donc du coup, les Black Blocs ont énormément recruté à travers les Gilets jaunes, et surtout en touchant à des populations qui n'auraient touché jamais de leur vie, quoi. Alors, merci pour ce petit point répression. On va un peu conclure la dimension plus historique du mouvement par une dernière petite partie qui justement traite un petit peu, voilà, est-ce que finalement cette mobilisation déjà, est-ce qu'elle a payé? Est-ce qu'il y a eu quel est l'impact finalement politique et voire plus? Et aussi, est-ce que, là tu l'as rapidement évoqué, mais justement, ces anciens gilets jaunes, est-ce qu'eux-mêmes sont restés à la fois mobilisés, donc dans le sens gilets jaunes, mais aussi est-ce qu'eux-mêmes sont restés politisés? Merci. Alors, tout d'abord, dire que justement les ronds-points, pour toutes ces personnes-là, ont apparu comme des lieux, des espaces où plein de gens restauraient l'estime de soi, se revalorisaient socialement. C'était des espaces de solidarité extrêmement forts, où, comme je disais, on discutait beaucoup des conditions matérielles d'existence, où finalement on passait d'un sentiment d'honte et de vergogne personnelle à celui d'une condition partagée qui permettait une colère collective. C'est vraiment le cas le plus paradigmatique d'une politisation qui ne passe pas forcément par des slogans militants, qui ne passe pas par les lectures marxistes, mais qui en effet a les mêmes effets que l'on retrouve notamment quand Marx en parle dans Lutte des classes en France. Et du coup, ces expériences ont permis dans pas mal d'occasions de mettre en suspens par exemple déjà les hiérarchies du sale et du noble boulot, du travail productif et du travail reproductif, parce que normalement on le sait, la participation à un mouvement social fait, comme je disais tout à l'heure, de manière ordinaire, appel à des compétences sociales valorisées chez les hommes ou chez les fractions de classe à capital culturel, avec des diplômes, avec de l'aisance au niveau de leurs ressources culturelles, et décourage donc plus souvent les femmes et les fractions de classe avec moins par exemple, de parcours scolaire. Donc on valorise des compétences oratoires, délibératives, parler fort ou crier, se sentir légitime à intervenir dans l'espace public, etc., etc. Et on sait très bien que ces compétences-là ne sont pas neutres socialement. Donc finalement, dans les ronds-points, des compétences très ouvrières, très manuelles par exemple, pouvaient devenir des compétences politiques. C'est le cas des professions manuelles, par exemple, dans la construction des cabanes, mais aussi des professions des services, dans la gestion de l'alimentation, par exemple. C'est-à-dire, on vit en cabane. C'est des luttes d'occupation, comme dans l'Azad. C'est-à-dire, c'est des luttes où on apprend à préfigurer le monde qu'on veut voir à venir. C'est-à-dire, on apprend à faire à venir des hiérarchies différentes à l'ordre existant, bien sûr. Et du coup, le travail reproductif, que celui-là soit salarié ou pas salarié, comme le travail de care permettant de produire et reproduire la force de travail, exercé majoritairement par les femmes, devenait, et je mets bien sûr les guillemets, productif dans les tenues des occupations, mais aussi dans le travail de sécurisation dans les manifestations,
Et ainsi, de la même manière, les SDF, les sans-emploi ou encore les handicapés, qui sont souvent des personnes exclues de la participation politique et de la plupart des espaces légitimes, pouvaient se rendre indispensables à la continuité des occupations et à la tenue des ronds-points et devenaient donc, comme je dis, des personnes indispensables. Et donc, du coup, tout ça mettait en quelques questions, de manière relative, on va y revenir, ces hiérarchies ordinaires du monde social. Mais plus en particulier, ce qui m'intéresse de cette politisation, c'est de voir comment ça a mis souvent en parenthèse ce qu'en sociologie on appelle la conscience triangulaire, c'est-à-dire très souvent, ceux et celles qu'on se nomme marxistes, on aimerait bien que les classes populaires, que les mondes populaires aient une conscience binaire du monde social, dualiste si l'on veut, c'est-à-dire nous on est les pauvres, nous on est les gens d'en bas et on déteste les sales riches. On déteste les gens qui sont là-haut. Non ? Malheureusement, les classes, évidemment par plein de... on ne va pas faire l'historique là, mais par plein de choses qui ont changé depuis les politiques néolibérales, par des choses qui touchent aux structures d'emploi, les sociabilités populaires, etc., etc. On sait très bien que les classes populaires ont très souvent, plutôt qu'une conscience binaire du monde social, une conscience triangulaire. Ça arrive très souvent que l'on retrouve des classes populaires qui détestent certains riches ou des gens qui sont vraiment sur elles, mais en même temps détestent des gens d'en bas qui se situent un peu au-dessous d'elles-mêmes. D'où notamment la figure des assistés, des gens qui viendraient mettre en risque, en péril, leur statut social. Et dont notamment on sait très bien que cette figure d'assisté se recoupe énormément avec les hiérarchies raciales, avec les hiérarchies ethniques, et c'est là où les discours du Rassemblement national essayent évidemment d'exploiter ces visions du monde. Par contre, dans les ronds-points, les revendications se sont structurées autour principalement de la répartition des richesses et l'hostilité contre les riches. Et ça, il n'y a aucun doute, et pas les plus démunis, comme je dis. Les thématiques d'extrême droite, d'ailleurs, même si elles n'ont pas été absentes, mais elles ont été assez absentes. C'est-à-dire, contrairement à ce que l'on pourrait penser, on a vu se tisser des alliances assez improbables entre des gens issus de l'immigration et des électeurs du FN. Il ne faut pas confondre des électeurs du FN avec des gens du FN. C'est-à-dire, dans les classes populaires, on retrouve plein de gens qui peuvent voter FN à des élections et voter Mélenchon aux suivantes. Moi, j'en ai retrouvé plein comme ça, ou des gens qui votent Mélenchon au premier tour et qui votent Le Pen au deuxième tour. C'est pour ça que je vous disais qu'à mon avis, il ne faut pas lire de manière aussi durcie les oppositions politiques que l'on ferait dans une classe de sciences politiques ou entre des collectifs militants. Et voilà. Mais par contre, les ronds-points, bien sûr, cette expérience a été relativement éphémère. Et dans les ronds-points, on a vu plein d'entre eux qui ne restaient plus que les précaires, qui ont été stigmatisés comme des trucs de cassos, de cas social, et des militants de gauche urbain qui ont parfois éclipsé les gilets jaunes moins expérimentés politiquement. Donc dans la durée, bien sûr, on a vu un retour de ces frontières sociales. Après, moi, dans mon enquête, en effet, c'est pas parce que les gens ne mènent pas leurs gilets jaunes qu'ils sont disparus. Déjà, parce que l'on sait que les gens qui vont en manif depuis la loi anti-casseurs d'avril 2019, qui vont avec un gilet jaune en manif, savent parfaitement qu'ils vont se faire interpeller et qu'ils vont se prendre 135 € d'amende. On sait très bien que depuis la loi anti-casseurs, par exemple, on ne peut pas se couvrir le visage, on ne peut pas se couvrir la bouche des gaz. On se prend 135 € d'amende parce que c'est considéré comme quelque chose mettant obstacle à l'activité de flic, de reconnaissance. Donc du coup, beaucoup de gilets jaunes ont continué bien sûr à manifester. Il y a eu une descente du nombre de manifestants, bien sûr, mais on continue à le faire en participant sur leur gilet, bien sûr, en participant à d'autres conflits sociaux. Ils ont été partout, que ce soit dans des conflits locaux contre des entrepôts Amazon, que ce soit dans le mouvement contre la réforme des retraites. On va y revenir. On ne peut pas comprendre le conflit de la réforme des retraites sans les gilets jaunes. D'ailleurs, on ne peut rien comprendre des mouvements sociaux contemporains en France sans les gilets jaunes, mais je vais y revenir après. Et aussi, au niveau local, par exemple, moi j'ai observé plein de brigades de solidarité
créés par les Gilets jaunes qui mettent par exemple en distribution des invendus de fruits et légumes, qui se mettent à s'auto-organiser pour les distribuer entre les personnes et les familles les plus précaires, sans forcément demander un carnet de pauvres comme le feraient les associations caritatives, quoi. Donc bien sûr, il y a eu plein d'expériences politiques qui se sont déroulées, d'engagements en gros, qui se sont déroulées par la suite, que ce soit en manifestation ou que ce soit en exprimant de la solidarité sociale. Et ben, ça conclut plus ou moins voilà, cette partie plutôt historique. Et je propose qu'on passe justement à l'analyse que tu poses et au regard que tu poses sur ce mouvement, et aussi un peu aux leçons qu'on peut tous en tirer. Je vais te poser la question qu'on se pose tous et toutes depuis le début de cette conférence. C'est vraiment, est-ce que c'est un conflit de classe avant tout? Merci. Donc, du coup, déjà, en effet, les Gilets jaunes ont permis de créer beaucoup d'espoir on va dire, dans les lectures progressistes du monde social, malgré leur défiance au tout début, parce qu'on a vu comme un espace d'unification, finalement, entre des groupes sociaux dominés, qui retrouveraient la conscience et leur intérêt commun au sein du soi-disant bloc anti-bourgeois, contre le bloc bourgeois que représenterait donc le socle électoral d'Emmanuel Macron. En gros, on retrouvait, ça c'est vrai, des groupes sociaux variés, mais tous caractérisés par un faible capital général, c'est-à-dire par des faibles capital culturel et capital économique, mais surtout dépourvus, si on compare entre capital économique, surtout dépourvus en capital culturel et ayant un peu plus de capital économique, en synthétisant beaucoup bien sûr. Mais en gros, qu'est-ce qui se passe? C'est des gens qui partagent des styles de vie similaires et un imaginaire politique où ce qui a de sens pour elles et eux, c'est de bien faire son travail et d'être pour ça traité dignement. D'ailleurs, là, je vais être un peu chiant, je vais m'être un peu bourdieusien. Du coup, là, bien sûr, vous voyez l'espace qui est entouré, ça fait partie des groupes sociaux, finalement, des fractions de classe qui partagent pas uniquement des statuts, des positions professionnelles, donc un rapport à la production similaire, notamment en bas, mais qui partagent aussi des styles de vie, c'est-à-dire des pratiques culturelles relativement similaires, qui fait que c'est des gens qui se rencontrent, notamment dans les espaces ruraux. Et tout ça permet de comprendre l'unification temporaire entre certaines classes moyennes et certaines classes populaires, qui ont des revenus différents, qui n'ont pas forcément les mêmes professions, mais dont, on le sait par la précarisation des conditions de vie, par les politiques néolibérales, commencent à se ressembler, à être de plus en plus proches. Et donc, du coup, qui partagent des pratiques culturelles assez similaires et, du coup, des visions du monde, des représentations sociales qui ne sont pas si lointaines. Alors, tout ça faisant voilà, un peu, je me suis mis un peu pédant vite fait, mais pour essayer, mais aussi essayons de synthétiser très vite. Tout ça, tout ce que je viens de dire, pourrait nous amener à dire, en effet, que les Gilets jaunes sont un mouvement de classe, mais pas dans le sens, c'est pour ça que j'ai mis une image de, c'est pas là, c'est, alors, je fais de la merde. C'est pour ça que j'ai mis une image d'un auteur que peut-être vous connaissez, Edward Palmer Thompson, parce que en fait, ça serait pas forcément un mouvement de classe au sens où les gens partagent une position dans les rapports de production et des mêmes intérêts économiques qui apparaîtraient comme magiquement. C'est-à-dire, d'ailleurs, penser en termes d'intérêt, c'est toujours un écueil parce que les gens n'ont pas forcément toujours les mêmes intérêts, au moins les mêmes intérêts qu'on voudrait que ces gens aillent. Et du coup, évidemment, le concept de classe, par exemple, chez Marx, ce qui est dommage, c'est que
à ce qui paraît, c'était un concept qui allait développer notamment dans le 10e chapitre du Capital, donc du coup évidemment qui n'a pas développé, et apparaît de manière assez succincte, assez vague dans ses écrits. D'ailleurs, c'est pas Marx, un gros théoricien des classes. Il apparaît bien sûr dans le manifeste communiste, donc un manifeste politique, et apparaît un peu plus d'ailleurs dans La misère de la philosophie, dans sa réponse à Proudhon, mais ça apparaît toujours plutôt effectivement comme une position relative comme étant relative à la position que l'on occupe par rapport aux moyens de production, et aussi comme unissant forcément la conscience, c'est-à-dire la classe en soi et la classe pour soi. C'est ce qui est super marrant chez Marx, c'est que si on prend la définition aussi, on va dire, puissante que donne Marx de la classe ici, en fait, aujourd'hui, on ne vivrait pas dans une société de classe pour Marx. Parce que pour Marx, la classe implique son existence subjective. C'est-à-dire, pour Marx, on a besoin que la classe ne soit pas uniquement en soi, c'est-à-dire le sac de patates, comme on dit justement dans ce célèbre passage de je ne sais plus si c'est dans le Brumaire ou dans Guerre civile, mais en tout cas, on a besoin que ce soit en même temps la classe en soi, c'est-à-dire voilà, des gens qui partagent des conditions d'existence similaires et un rapport aux moyens de production similaires, mais aussi que ces gens-là se pensent comme une classe. Et ce n'est pas le cas, bien sûr, et c'est pour ça qu'à mon avis, il faut penser beaucoup plus, pour comprendre les Gilets jaunes et pour comprendre pourquoi les Gilets jaunes est un mouvement de classe, de penser les classes comme le faisait Thompson, c'est-à-dire comme des gens qui sont pris dans des éléments de reconnaissance réciproque, dans des sociabilités similaires au-delà du travail, dans des pratiques culturelles au-delà du travail. Et donc, du coup, le mouvement des Gilets jaunes sera un mouvement de classe, mais pas au sens marxien, mais bien sûr au sens d'autres marxistes, comme Thompson l'ont montré. Et du coup, juste aussi pour peut-être quand on parle de mouvement de classe, souvent on se demande aussi est-ce que les Gilets jaunes ont été un mouvement révolutionnaire. Bien sûr, quand on voit que la revendication principale c'était le pouvoir d'achat, de vivre dignement de son travail, de pouvoir payer un cinéma pour ses enfants, de pouvoir finalement se payer un restaurant de temps en temps, on voit bien qu'on n'est pas forcément face à des aspirations révolutionnaires. Mais on n'est pas dans une proposition révolutionnaire au sens marxiste du terme, mais plutôt dans une forme de réformisme radical qui vise donc à rendre les rapports sociaux plus justes sans pour autant remettre en cause les fondements. Bien sûr, les Gilets jaunes, la plupart des Gilets jaunes ne mettaient pas en question le capitalisme, sans vouloir le renverser, le capitalisme. Les Gilets jaunes sont pourtant porteurs d'une exigence, d'une remoralisation de l'économie. C'est là qu'apparaît important le concept de l'économie morale de Thompson, justement, pour saisir finalement ces appels des classes populaires à restaurer un pacte social qui vivait comme juste, pas forcément comme révolutionnaire, mais revenir un peu avant, là où les choses étaient horribles, mais tolérables, au final. Donc finalement, à des principes qui sont beaucoup plus liés à la pratique, à ce que vivaient ces gens-là, et qui permettaient de rendre leur vie vivable, et pas dans des principes abstraits, tels qu'un projet de lutte de classe voudrait le voir. Eh ben, oula. Merci pour cet éclaircissement et ton analyse sur la question de classe des Gilets jaunes. On a encore quelques petites questions, notamment sur la question écologique. Comme tu l'avais dit au début, ce qui a lancé le mouvement, c'est justement cette taxe. Et comme tu l'as expliqué avant, c'est pas forcément, c'est un des éléments déclencheurs, mais pas forcément le seul. Mais est-ce que justement ce mouvement se construit comme est un mouvement justement anti-écolo et justement est-ce que ça a impacté justement la vision de l'écologie de manière générale des partis politiques et des gouvernements?
Merci. Du coup, oui, en effet, je pense que le mouvement des Gilets jaunes a pas mal altéré les visions que l'on a de l'écologie et des politiques publiques liées à l'environnement en France. D'ailleurs, je pense qu'effectivement, les Gilets jaunes ont eu un impact assez général, assez large, comme je disais tout à l'heure, c'est-à-dire des impacts politiques déjà, parce que, comme je disais, par rapport au mouvement antérieur et de l'après 1995, c'est-à-dire quand notamment le mouvement contre la réforme Juppé a relativement vaincu, les Gilets jaunes ont quand même réussi, malgré avoir des aspirations plus larges bien sûr, mais le retrait de l'écotaxe et plus de 10 milliards d'euros dans tout ce qui a été lié à la CSG, à la prime d'activité, etc. Et surtout, je dirais qu'ils ont eu un impact culturel considérable sur la question écologique, où je vais y revenir, mais surtout de voir, dites-moi, un mouvement social qui a réussi, par exemple, je parle de données statistiques de 1 an après le mouvement des Gilets jaunes, le déclenchement du mouvement des Gilets jaunes, qui malgré défiait le répertoire classique de mobilisation, c'est-à-dire la manifestation d'un point A à un point B, c'est-à-dire on va au-delà de ça, c'est-à-dire on ne déclare pas la manifestation, on va dans les lieux de pouvoir, on se confronte ouvertement contre les appareils policiers. Dites-moi un mouvement social qui a mis en question la manifestation ordonnée et pacifique qui, 1 an après, avait le soutien de plus de 55% de l'opinion publique. C'est-à-dire, on sait très bien que très souvent, quand les mouvements sociaux passent à l'offensive, par plein de questions liées évidemment au cadrage médiatique, à plein de trucs en général, on sait très bien que les gens vont de plus en plus se désolidariser. Cette désolidarisation a été assez relative dans le mouvement des Gilets jaunes. Donc, comme je disais, les Gilets jaunes ont contribué à changer ces répertoires pour beaucoup de manifestants où on peut que penser la manifestation, la contestation de cette manière. Et surtout face au macronisme. Parce que le macronisme, on l'a vu, n'écoute que quand il y a des débordements et quand il y a de la violence. Et je pense que ça, c'est une leçon très dangereuse pour le propre gouvernement, parce que les seules 2 fois où on a vu qu'il cédait, c'était Notre-Dame-des-Landes, donc la ZAD, donc avec évidemment renonçant à l'aéroport, et avec les Gilets jaunes. Les seules 2 fois que le gouvernement a cédé, c'est quand il y a de la violence dans les rues. Donc, finalement, les Gilets jaunes, comme tout mouvement, permet de changer la perception des possibles pour le reste des mouvements et des acteurs qui vont venir par la suite. Et c'est pour ça qu'on ne peut pas comprendre, par exemple, la réforme des retraites sans les Gilets jaunes et sans les demandes qu'on voyait dans les slogans, qu'on voyait quand on parlait avec les manifestants et manifestantes, de ce qu'on a déjà appelé, c'est devenu déjà dans le langage courant, de gilet jaunisation, c'est-à-dire de durcissement du conflit dans la rue, qui était du coup très accepté, très largement aussi soutenu par l'opinion publique. Et sans les Gilets jaunes, cela aurait été impensable. Et donc voilà pour des choses qui ont pas mal changé pour les répertoires d'action des mouvements futurs. Et sur la question de l'écologie, en effet, il y a un truc d'extrêmement important. Et c'est que, comme je disais, cette taxe apparaît très vite pour notamment les Verts, qui sont vraiment dans une autre planète en France, ont non, mais c'est vrai, c'est vraiment des débiles, quoi. Mais du coup, on voit Delphine Bateau, Yannick Jadot dire des âneries à toutes les sauces. Bref, ils vont dire jusqu'à quel point, voilà, c'est un mouvement d'extrême droite, poujadistes vont reprendre toutes les conneries que j'ai évoquées tout à l'heure, dire que c'est un mouvement, je cite Delphine Bateau, un mouvement en complaisance avec le lobby pétrolier. Et du coup, effectivement, les Gilets jaunes sont vus comme, parfois, par certains, je ne dis pas tous les écolos, hein, bien sûr, là, je déconne sur certaines têtes visibles, hein, bien sûr, mais sont vus comme des anti-écolos. Sont vus comme des anti-écolos, pourtant les Gilets jaunes, depuis le début, en fait, ce qu'ils expriment, c'est une méfiance, un sentiment d'injustice face à une fiscalité écologique à 2 vitesses. Pourquoi la bagnole dont on a besoin et pas le kérosène? C'est-à-dire alors que l'on sait très bien que l'impact environnemental des classes populaires est extrêmement plus faible que celui des classes supérieures. C'est-à-dire, dès que tu as un mode de vie
qui même s'il prend la bagnole, d'ailleurs, c'est assez intéressant, en France, on peut mesurer, le plus tu prends la bagnole, le plus tu as un mode de vie écologique. C'est comme ça, c'est-à-dire, parce que finalement, tu es face à des modes de vie extrêmement dépendants, effectivement, de la voiture pour aller au boulot, pour aller au service, etc., mais qui sont extrêmement économes dans tout, dans effectivement l'énergie, dans les dépenses. Il y a beaucoup de participation, disons, à des formes de troc, de achats directs aux producteurs, etc., etc., plein de pratiques effectivement économes dans les foyers populaires de récupération, de réparation, etc., etc., où on fait vivre plus longuement tous les objets. Des pratiques très ancrées évidemment dans les formes de vivre des classes populaires pour des raisons économiques, mais pas que. Alors qu'effectivement, les classes supérieures, dès qu'elles prennent 2-3 fois l'avion par année, ça fait exploser bien sûr le bilan carbone quand on le compare aux classes populaires. Qui prennent, je ne dis pas qu'ils ne prennent pas l'avion, mais qu'ils le prennent bien sûr beaucoup. Du coup, d'ailleurs, les enquêtes quantitatives ont très vite montré que les attitudes des Gilets jaunes vis-à-vis de l'environnement sont assez similaires à celles de la population française, c'est-à-dire on retrouve des positions, comme je dis, assez similaires, mais c'est des gens, comme on le voit dans les enquêtes sur les classes populaires, bien sûr, qui se méfient des récits moralisateurs, en gros, qui en gros se méfient en gros des discours sur la responsabilité individuelle, qui sont des discours faits en complaisance des modes de vie des classes supérieures, bien sûr. Et en fait, les Gilets jaunes, surtout les Gilets jaunes dont j'ai enquêté, qui appartiennent aux classes populaires rurales, rattachent en fait leur pratique budgétaire à un style de vie rural qui se voudrait un style de vie déjà écologique et qui ne s'aligne qu'imparfaitement avec l'écologie dominante, de laquelle, comme je vous dis, on se méfie. Et du coup, évidemment, la taxe carbone apparaît à leurs yeux comme une mesure qui s'attaque à son style de vie et qui structure logiquement les motifs d'un engagement. Et ces gens-là sont conscients que la voiture apparaît comme contradictoire avec les discours sur l'éco-responsabilité, mais savent très bien qu'ils ne peuvent pas s'en passer, quoi. Et du coup, c'est pas uniquement qu'ils... En fait, pendant beaucoup de longtemps, les enquêtes en sociologie, et moi ça m'a énervé, montraient, voilà, les classes populaires, en fait, sont pas écolos parce qu'on se méfie de ces discours sur l'écolo. Donc du coup, il ne faut pas trop leur parler d'écologie. Et c'est beaucoup plus compliqué que ça, c'est-à-dire moi, ce que je vois très clairement, c'est que c'est pas qu'ils disent on n'est pas écolo, mais qu'on propose un autre type d'écologie. C'est-à-dire, bien sûr, on n'est pas dupe, on sait que cette écologie-là, elle n'est pas faite pour nous, elle est faite pour les modes de vie des classes supérieures, et nous, on connaît une écologie qui est ancrée avec nos styles de vie, avec nos modes de vie. Donc, c'est évidemment une écologie très loin des écologistes, c'est-à-dire des partis verts, qui d'ailleurs sont souvent critiqués comme faisant partie d'un écologisme hypocrite, basé beaucoup sur la consommation ou ce qu'on appelle la consommation verte. Et comme ces gens-là sont conscients de leur position sociale, c'est-à-dire sont conscients que leur mode de vie n'est pas extrêmement polluant, ben finalement se sentent visés de manière très injuste par ces politiques publiques et mettent en avant des pratiques économiques qui sont rarement valorisées par les discours politiques et les discours publics. Et ces personnes pratiquent donc depuis longtemps l'autoproduction, comme je disais, la cuisine, le fait maison, la réparation, les conserves, le bricolage, les potagers, etc. Et entretiennent aussi un rapport ancien à la nature et à la ruralité qui se veut comme des pratiques beaucoup plus ancrées donc, à leur espace immédiat de vie, c'est-à-dire une relation à la forêt, à l'espace résidentiel, à la pratique, comme je disais, du potager, l'élevage d'animaux, de poules, l'usage du bois, etc., etc. Et tout ça, ça rejoint finalement ce que avait justement, depuis les années 90, marqué l'anthropologue et économiste Joan Martínez Alier, ce qu'on appelle l'écologisme des pauvres, c'est-à-dire comment lui, il avait montré comment, quand on va voir le mode de vie par exemple des populations indigènes en Équateur, en Bolivie, au Pérou, etc., ben, c'est des gens que parfois ont des discours écologistes, parfois non, mais qui luttent pour l'existence, la survivance de leur espace de vie contre, par exemple, des projets miniers
soutenir des projets pétroliers, etc., ben sont bien sûr en train de revendiquer un écologisme populaire et que toujours les plus démunis, que ce soit ici, maintenant, dans les espaces européens, les classes populaires, ou dans les espaces extra-européens avec ces études sur les populations indigènes, les plus démunis sont toujours les personnes qui payent le plus, ce qu'on appelle la double peine écologique, donc qui sont le plus visées, que ce soit par les discours ou par les pratiques écocidaires qui les touchent donc de manière plus immédiate. Et voilà, voilà pour ça, et je ne sais pas si... Je voulais finir là-dessus, mais si vous avez, que ce soit Costia ou les autres, si vous avez des questions, des remarques, des insultes, c'est l'occasion et je serai bien preneur de tout. Merci. Du coup, est-ce qu'il y a des questions ? Moi, j'en ai une. Moi, justement, à un moment, tu as parlé à la fois des classes, du bas des classes, que c'était un regroupement à la fois du bas des classes moyennes et du haut des classes populaires. Ça représente, comme dans la pratique, très pratiquement, ça représente quoi comme profession et comme trajectoire sociale. Parce que j'ai perdu le contrôle de ma souris. Ah voilà. Ah. C'est revenu ? Non ? Voilà. Donc ici, quand on parle notamment du bas des classes, quand on parle notamment du bas des classes moyennes, c'est les classes populaires, on le voit très bien, on le voit avec notamment avec les employés et les ouvriers, bien sûr, mais notamment le bas des classes moyennes, ça peut faire partie de certains statuts de la fonction publique, notamment des employés de type C, qu'on appelle en France, c'est-à-dire des employés administratifs à l'échelle départementale, territoriale, mais ça peut aussi faire partie de plein d'indépendants, par exemple, où l'on sait que classer les indépendants, c'est extrêmement difficile. Parce que bien sûr, évidemment, ça c'est le problème de la lecture des classes aujourd'hui, les indépendants, c'est pas que les bourgeois, bien sûr, mais on a une explosion de plein de petits indépendants, d'artisans, etc., que selon les revenus et leur style de vie, se situent plutôt, effectivement, que ce soit en plein dans les classes populaires ou dans ces fractions les plus fragilisées des classes moyennes. Mais voilà, donc, effectivement, dans les zones des employés, des indépendants, de tous ces services aussi qui sont relativement... les techniciens notamment aussi, donc l'explosion de tous ces emplois-là, de certains ouvriers qualifiés de la grosse industrie, etc., qui sont encore présents dans ces zones-là, qui sont souvent dans ces interstices, on va dire. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Bon bah... Ah. C'est très très spécifique, mais pratiquement comment ça s'est déclenché en fait? Parce que on sait qu'il y avait une tension déjà sociale avant, on a mentionné la question de cette taxe carbone, mais comment ça a surgi? Parce que ça a pris une ampleur très vite énorme, et en dehors des structures déjà préétablies de communication, comment ces réseaux sont créés en fait? Merci pour la question. En effet, déjà, la plupart en fait, quand il y a eu la taxe carbone, quand il y a eu l'annonce de la taxe carbone, il y a eu déjà une pétition qui a été lancée par Priscilla Ludowski, justement, qui a été extrêmement... où plein de gens ont participé, il y a eu plus d'1,5 million de signatures, si je ne me trompe pas, mais où les réseaux
sociaux et les pages des réseaux sociaux qui appelaient à manifester ont beaucoup profité des groupes colères en France, c'est-à-dire des groupes qui s'étaient déjà beaucoup engagés contre, comme je disais, les 80 km/h, contre les radars automatiques, etc., etc. Donc ont beaucoup profité de ces réseaux-là qui avaient déjà réuni pas mal à des gens dans les zones rurales et périurbaines. Et effectivement, après, il y a eu plein de vidéos virales qui ont vraiment circulé de malades. Et comme je dis, c'était des gens qui parlaient de leur histoire, c'est-à-dire c'était des chauffeurs, des routiers, des aides-soignantes, etc., qui parlaient énormément de leur vécu et qui faisaient écho énormément à plein de gens qui se voyaient reconnaître dans justement ces difficultés. Et voilà, et donc le fait de que ça a été monté sans l'appui des organisations politiques, en réalité, au début, au moins, ça a des effets de légitimation très grands chez les novices, c'est-à-dire chez les gens qui se méfient des institutions, qui se méfient des organisations, etc., etc. Donc je dirais qu'il y avait ces réseaux auparavant liés au réseau colère, contre les 80 km/h, contre les radars automatiques, etc. Et en plus, cette idée finalement de mode de vie qui faisait écho entre eux, qui ont eu un effet de résonance brutale. Je sais pas si bon, ça va être un peu court comme question, mais en gros ma question c'est pourquoi la France? Parce que j'ai le sentiment que le processus de popularisation que tu décris, il n'est pas du tout unique juste à l'Hexagone. Mais enfin, il ne me semble pas qu'il y ait eu de mouvements comparables ailleurs. Donc, c'est quoi la spécificité là? Est-ce qu'on a une idée de cette histoire-là? Merci. En effet, il y a déjà un truc qui est très difficile pour tout le monde, c'est que en fait, pour tout chercheur et chercheuse, c'est quasiment une entreprise hasardeuse et impossible d'essayer de comprendre le pourquoi d'une mobilisation sociale. On sait très bien décrire le comment, mais le pourquoi, il y a toujours quelque chose, je vais me mettre à parler un peu n'importe comment, mais il y a quelque chose toujours de magique. C'est-à-dire qu'il y a toujours quelque chose qui échappe aux déterminants économiques, aux déterminants sociaux, et que ici, on pourrait, mais c'est ça le piège, on peut le faire de manière retroductive, c'est-à-dire après coup, on dit voilà, il y avait ces réseaux-là, blabla, mais il y a aujourd'hui, on sort tous et toutes dans les ronds-points, on va aussi dire regardez ces indicateurs. Donc, c'est pour ça que suivre les indicateurs économiques pour lire toute révolte sociale, c'est des conneries, quoi. On va toujours trouver quelque chose qui va affirmer, qui va confirmer notre hypothèse et notre mouvement. Donc je pense que ce qu'il y a eu en France, effectivement, il n'y a pas eu... il y a eu en Belgique un peu, mais voilà, ça a été évidemment beaucoup moins impressionnant. Et je pense qu'en effet, c'est lié à que la plupart des personnes qui relayaient ces messages-là étaient des personnes françaises, à que la plupart de ces réseaux préexistants contre les 40 km/h, contre les radars automatiques, étaient aussi des réseaux français. Le fait aussi que, j'insiste, c'est aussi la figure du président qui joue énormément. La figure que représentait de mépris Emmanuel Macron, ça ne vous a pas échappé, le mépris de classe, l'ethnocentrisme de classe, le mépris social qu'a représenté Emmanuel Macron, dont moi je fais des entretiens avec les GIE, et c'est extrêmement fou de voir comment ils personnalisent leur humiliation. C'est-à-dire comment on la voit dans la tête du président de la République, avec ces petites phrases dont beaucoup ont circulé, j'imagine que vous connaissez, je traverse la rue, je vous retrouve en emploi, on donne un pognon de dingue dans les aides sociales, il suffit juste de je ne sais plus quelle autre connerie il avait sorti, mais faut se trouver un boulot pour se mettre une cravate, j'en sais rien, tu vois, des choses comme ça qui ont été vécues comme de la responsabilisation, évidemment, des modes de vie les plus précarisés. Et ça a permis beaucoup de diriger l'aine sociale contre ce président-là qui avait effectivement beaucoup blessé, humilié ces secteurs populaires. Donc voilà, c'est des éléments de réponse, mais bien sûr, je peux pas donner une réponse exacte parce que c'est extrêmement compliqué. Oui.
par rapport à cette figure du président, il y a quand même beaucoup de mobilisation sociale pendant, je pense, entre autres, son mépris vis-à-vis des classes populaires n'a pas aidé, c'est sûr, mais et c'est probablement une question un peu difficile à laquelle répondre, mais comment on voit les prochaines années en fait pour ce genre de mobilisation? Justement, il y a cette personnalisation aussi du mépris du gouvernement. En théorie, il ne peut pas se représenter une troisième fois. Qu'est-ce que ça annonce pour la Suisse? Alors, c'est un peu difficile de faire de la science-fiction, mais évidemment, je me lance dans l'exercice. Du coup, effectivement, la figure d'Emmanuel Macron n'est pas que détestée évidemment dans les classes populaires, mais aussi dans les contre-pouvoirs institués comme les syndicats ou comme les partis de gauche, bien sûr. Et dans la mobilisation contre la réforme des retraites, on a pu le voir qu'effectivement les syndicats, par exemple, ne sont pas avoués, comme on voudrait le croire, à être des acteurs secondaires de la contestation sociale. Bien au contraire, ils ont réussi, malgré tout, malgré avoir des taux de syndicalisation assez faibles, qui tournent autour du 11%, à devenir des acteurs centraux de la contestation, parce que les centrales syndicales, bien que, on a vu que dans la grève, on a eu énormément de difficultés, mais réussissent malgré tout à mobiliser dans les rues beaucoup de gens. Et ce qui est extrêmement grave en réalité, c'est qu'effectivement, Emmanuel Macron a dynamité tous les ponts avec les corps intermédiaires. C'est-à-dire, je disais tout à l'heure, les Gilets jaunes ont essayé de dynamiter les corps intermédiaires pour s'exprimer politiquement. Ça de manière du bas vers le haut, mais Macron a fait la même chose mais du haut vers le bas, quoi. C'est-à-dire, il ne faut pas uniquement parler des associations, syndicats et tout, mais aussi des partis en mettant complètement à la ramasse tous les pouvoirs du Parlement, par exemple, avec l'application n'importe comment du 49.3 pour un projet aussi substantiel comme celui de la réforme de retraite, quoi. Donc, bien sûr, tout ça pourrait faire penser qu'effectivement des formes de contestation pourraient voir le jour et pourraient être plus virulentes. Mais j'insiste, c'est très difficile de faire une étiologie, une sociologie de là je vais faire de la futurologie et je vais dire que forcément vu qu'il y a du mépris du président, il y a les conditions économiques, c'est la tempête adéquate pour un mouvement social. Mais en tout cas, comme je disais tout à l'heure, c'est vrai qu'il serait extrêmement naïf de penser que les mouvements qui viennent, les contestations qui viennent, qu'elles soient liées à ce qui est resté de la réforme de retraite ou autre, soient pacifiques. Je pense que ça serait naïf pour tout le monde, c'est-à-dire que ce soit pour les organisations du mouvement social ou pour le propre gouvernement. Et donc du coup, quand il y a de la violence, c'est là où ça peut basculer très facilement. Parce qu'un gouvernement démocratique peut beaucoup moins se permettre un mort ou des morts qu'un gouvernement autoritaire, bien sûr. Donc tout ça, tous les effets symboliques et politiques que peut avoir un débordement des forces de l'ordre, fait qu'aujourd'hui, on n'a pas beaucoup besoin du nombre, en réalité. Le nombre n'est jamais avec nous, il ne faut pas se tromper. C'est pas parce que tu as des mobilisations massives que tu as la plupart de la France dans les rues, quoi. C'est-à-dire, même dans l'histoire de l'humanité, les gens qui se mobilisent, c'est une minorité. Après, bien sûr, il faudrait que ça ne soit pas l'extrême minorité, quoi. Mais c'est toujours beaucoup plus des questions symboliques qui font que les choses tournent. C'est-à-dire quand ça touche à certaines catégories de population, quand ça touche à certaines manières de répondre justement aux mesures politiques, etc. etc. Mais vas-y, pardon. En fait, je pensais plus à dans quelle mesure un changement de présidence peut casser ces dynamiques ou non. Enfin, je veux dire, comment est-ce que finalement, est-ce que c'est le bouc émissaire, c'est Emmanuel Macron, ou un changement de présidence peut réellement, disons, changer la dynamique en cours, mais là aussi c'est un peu de la futurologie. Alors, c'est difficile à dire, bien sûr, mais si c'est... Après, voilà, si c'est un macroniste, si on change Macron pour Bruno Le Maire, pour, ne disons même pas Castaner, ne disons même pas Darmanin, ou je sais plus, il y a qui d'autre comme ça comme candidat possible qu'on n'aura pas
Édouard Philippe, en réalité, à mon avis, ça va être un peu la même tasse de thé, quoi. Donc, je pense que évidemment, il y a des éléments liés à la personne elle-même, mais dans les formes de gouvernement, je ne pense pas que ça change la donne, quoi. Et bon, après, évidemment, un gouvernement Le Pen, là, pour le coup, je ne veux pas rentrer à en discuter ni à l'imaginer. Oui. Bon, comme tu veux. Ma question, c'est donc tu documentes l'histoire du rejet des corps intermédiaires qui est très très fort, en tout cas au moment de la crise des Gilets jaunes. Maintenant, la question que moi je pose, c'est après la réforme des retraites, est-ce que tu as refait des entretiens et est-ce que ça a changé quelque chose ou non? Merci, très bonne question, très intéressante. Du coup, en effet, par exemple, j'ai écrit un petit chapitre justement sur le rapport des Gilets jaunes au syndicat, et notamment à essayer de comprendre comment se construit cette méfiance, cette hostilité, en essayant de comprendre les trajectoires de vie de ces gens-là. Et j'ai suivi ces gens-là pendant le mouvement contre la réforme des retraites, que ce soit la séquence 2019 et la séquence 2023. Et ce qui est super intéressant, c'est que la plupart de mes enquêtés, que ce soit des ex-syndiqués ou des gens qui ne connaissent pas les syndicats, sont assez hostiles envers les syndicats. Mais en 2019, ils en ont très vite marre, malgré participer, en disant « voilà, ils vont se vendre à n'importe quel moment, on retire le projet par points et ils rentrent chez eux. » Le rôle de la CFDT a été aussi assez différent en 2019 qu'en 2023. Donc la CFDT, on va dire le syndicat le majoritaire, mais aussi le moins contestataire, quoi. Et du coup, 2019, mes enquêtés, c'est prophétie autoréalisatrice, voilà, on savait très bien, les syndicats sont des vendus, des lâches. En 2019, je veux dire. 2023, ça change. 2023, c'est beaucoup plus chaud. Les syndicats sont beaucoup plus chauds, quoi, à contester. Que ce soit les sections syndicales les plus traditionnellement contestatrices, que ce soit Force ouvrière, que ce soit la CGT, que ce soit Solidaire, mais aussi la CFDT tient plus, on va dire, qu'en 2019. Et tout d'un coup, le regard change de mes enquêtés que disent « Ah mais purée, là les syndicats vraiment, je cite, ils ont des couilles, quoi. » Là pour le coup, on peut y faire confiance, quoi. Donc du coup, évidemment, c'est très lié aux circonstances et au contexte politique du moment, quoi, et extrêmement, quoi. Donc il y a eu un petit réenchantement. Il ne faut pas considérer que parce qu'on déteste les syndicats, on va toujours les détester. Hein? Bon alors, s'il n'y a plus d'autres questions, on peut conclure sur ces mots réjouissants que les syndicats réenchantent un peu la politique. Et donc encore un grand merci à Aldo pour être venu et pour ta conférence. C'était vraiment super chouette d'être venu nous parler un peu plus en détail des Gilets jaunes. Personnellement, j'ai beaucoup appris. Donc merci beaucoup. Merci à vous.